Rôle de l'époxyhydrolase soluble dans la calcification des cellules valvulaires aortiques. Mesdames, Messieurs, chers modérateurs, merci beaucoup de me permettre de vous présenter les résultats de mon Master 2 réalisé à l'INSERM à Rouen. Je travaille beaucoup sur tout le côté vasculaire et cardiaque. Là, mon sujet portait sur le rôle de l'époxyhydrolase soluble dans le cadre des rétrécissements aortiques calcifiés. Tout d'abord, pour mettre un petit peu au point tout le monde, le rétrécissement aortique calcifié est un problème de santé publique. Avec le vieillissement de la population, le nombre de patients atteints par cette pathologie est de plus en plus important. Actuellement, environ plus de 2% de la population âgée de plus de 65 ans et dans les pays occidentaux est touchée par cette pathologie. C'est une pathologie qui est très grave dans le sens où s'il n'y a pas de prise en charge médicale, actuellement le gold standard est le remplacement valvulaire aortique qui soit chirurgical ou transcutané par l'ETAVI, la survie estimée pour le patient est d'environ 20% à 2 ans. Ce qui nous montre un très mauvais pronostic pour ceci. Actuellement, à Rouen, ils sont très tournés sur ce sujet, étant donné l'antécédent avec l'ETAVI. L'ETAVI a été créé là-bas, il y a tout un relationnel. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites donc, sur les nouvelles technologies au niveau thérapeutique, l'ETAVI, les nouvelles prothèses. Il y a beaucoup d'évolutions sur les prothèses mécaniques ou biologiques, mais au final, il y a très peu d'études et de littérature sur l'étiologie ou la prévention du RAC. C'est pourquoi, en parallèle, il a été découvert l'époxyhydrolase soluble à partir des années 2000, qui a commencé à être très utilisée, très étudiée. C'est une enzyme ubiquitaire impliquée dans la dégradation de nombreux métabolites. C'est une enzyme donc, qui est cytosolique, avec une expression variable en fonction des tissus, homodimérique, créée de 2 monomères, et qui va avoir 2 activités. Une activité dans sa partie C-terminale qui est hydrolase, qui va servir à détériorer la dégradation des EET, qui sont en fait des acides époxyénoïques, qui ont un rôle dans le métabolisme impliqué pour la dilatation au niveau vasculaire, qui a été prouvé chez l'homme, et une activité N-terminale qui là est par contre une activité phosphatase et qui est très mal connue. De nombreuses études ont été montrées et étudiées du point de vue vasculaire avec des inhibiteurs de cette SEH qui a mis en évidence un effet anti-inflammatoire avec une diminution au niveau de la pression artérielle, un effet protecteur rénal, cardiaque, vasculaire, neurologique. Et dans certaines séries, il a été montré aussi une diminution de la calcification des valves. Donc, dans cette idée, étant donné l'activité phosphatase qui est très mal connue, notre hypothèse était que cette activité phosphatase pouvait, grâce à ces inhibiteurs non spécifiques au début, peut-être hypothétiquement avoir un rôle dans la calcification des valves, des cellules interstitielles valvulaires. Dans un premier temps, donc, pour nous, ça a été une étude qui a été vraiment les prémices. La mise au point. Il n'y a ni modèles animaux, ni culture cellulaire qui a été mise au point, tout a été créé. Dès le départ, c'était vraiment une hypothèse de base. Donc on est parti de valves aortiques humaines qui ont été prélevées au bloc opératoire sur des patients opérés pour un remplacement de valves aortiques, sur lesquels on a fait ensuite un isolement cellulaire de 2 types cellulaires, les VEC, les cellules donc endothéliales, et les VIC, les cellules interstitielles. Ensuite, ces dernières ont été mises en culture. Là aussi, nous avons eu quelques petits soucis pour la mise au point des cultures, etc. Les VIC et les VEC étant des cellules très sensibles et très fragiles. Après plusieurs essais, nous avons pu mettre au point et isoler nos 2 cellulaires, les VIC et les VEC. Pour pouvoir prouver que c'était bien des cultures très spécifiques, nous avons fait des immunomarquages avec des marqueurs comme l'alpha SMA ou la vimentine pour prouver la spécificité des VIC, et le CD31 ou la vectadérine pour les VEC. Il faut savoir que là, je ne vous l'ai pas montré, mais on a aussi fait les tests croisés qui montraient bien que les cultures étaient tout à fait spécifiques. Il n'y avait pas de VEC dans la culture de VIC, et pas de VIC dans la culture de VEC. Une fois que nous avons pu avoir nos 2 types cellulaires spécifiques, et les cultiver, nous avons essayé d'étudier la calcification, voir si nous arrivions à calcifier ces cellules. Pour cela, nous avons utilisé des milieux spécifiques, le NaH2PO4, qui permet et va stimuler la calcification au niveau de ces cellules. Ensuite, nous avons dosé le calcium avec des tests au crisol absténique, et comme vous pouvez le constater sur votre tableau de gauche,
vous voyez qu'entre le milieu basique et le milieu stimulant, il y a une différenciation significative de la calcification qui va apparaître. De même, vous voyez une légère différenciation entre sains et pathologiques, avec chez les patients pathologiques une calcification plus importante. À ce niveau-là, nous avons aussi étudié dans la chronologie, parce que nous avons pu observer que cette calcification était temps dépendante. Nous avons donc fait ces tests, ces dosages à 3 temps, J7, J10 et J14. Le temps, à chaque fois, avec une calcification qui était significativement différente. Le temps optimal que nous avons trouvé était le J10, tout simplement parce que J7 était trop faible, le J14 était beaucoup trop important, les dosages n'étaient pas possibles à être réalisés. En fait, ça saturait toutes les techniques que nous avions de calcification, tellement il y avait l'activité de production de calcium au niveau de ces cellules. Donc tous nos autres tests ont été réalisés dans ces conditions et dosés à partir de J10. Une fois que nous avons pu prouver qu'il y avait la calcification sur ces cellules, nous avons étudié l'enzyme qui nous intéresse, donc l'époxyhydrolase soluble, son expression. Entre les cellules saines et les cellules pathologiques, nous avons pu observer déjà une différence d'expression de notre enzyme, avec une différence significative et une augmentation de cette expression chez les patients pathologiques. Nous pouvons donc confirmer notre hypothèse, en tout cas un élément encourageant, comme quoi il y a une augmentation de l'expression de la SEH et que, particulièrement chez les patients qui sont calcifiés. À partir de là, nous les avons, dans un premier temps, exposés à des inhibiteurs non spécifiques de l'activité phosphatase, que sont l'epsilène et l'AFC, très utilisés dans toutes les études dont je vous ai parlé précédemment. Dans ces tests, au niveau des dosages à J10, vous voyez que dans tous les cas, il y a une différence, au niveau du temps dépendant, il y a une différence de calcification avec une diminution surtout significative avec l'AFC de la calcification. Confortés dans tous ces résultats très encourageants, nous avons utilisé un inhibiteur spécifique de l'activité phosphatase, le FLP47, qui nous a été fourni par l'Université de Francfort. Les tests ont été réalisés dans les mêmes conditions, dosage de ocrésolaphétéine, J10, sur des populations saines et pathologiques. Et là, nous voyons aussi une différenciation significative de la calcification avec une diminution lors de l'exposition avec l'inhibiteur spécifique. Nous avons donc montré que notre hypothèse pouvait être confirmée. Nous avons poussé les tests un petit peu plus loin en essayant de voir un petit peu l'action de l'activité certains tests inflammatoires et au niveau de la calcification, certains marqueurs procalcifiants. Tout d'abord, on a regardé la SEH dans un premier temps. Entre sains et pathologiques, comme vous pouvez l'observer, il y a une augmentation de l'expression de la SEH entre les milieux sains et entre les sains et les pathologiques, mais on observe tout de même une légère diminution de l'expression de la SEH en présence de FLP47 au niveau surtout chez les patients sains et pas non plus significatif au niveau des patients pathologiques. Mais là-dessus, il faut mettre en évidence le manque de puissance, étant donné que dans chaque cas, pour les pathologiques, il n'y avait que 3 patients qui étaient mis en évidence. Donc, comme je vous disais, après nous avons étudié un petit peu quelques marqueurs, comme l'IL6 ou le PTP1B au niveau de l'inflammation, ou l'expression de l'ostéopontine et de l'ostéocalcine dans des conditions calcifiantes et exposées maintenant à notre inhibiteur spécifique de la phosphatase, de l'activité phosphatase. On observe une nette diminution avec le côté IL6, qui n'est pas mis en évidence avec le PTP1B, mais c'est une différence au niveau pathologique tout de même. Et par contre, un effet qui nous a été assez surprenant, c'est au niveau de l'ostéopontine et de l'ostéocalcine. On s'attendait à avoir une augmentation de l'activité ostéocalcique, qui en fait est l'inverse. Une augmentation de l'activité ostéopontine, une diminution de l'activité ostéocalcique en présence de notre inhibiteur. Donc là-dessus, on se rend compte qu'il n'y a en fait pas seulement l'expression de la SEH qui va avoir lieu dans ce mécanisme, mais peut-être d'autres mécanismes en plus qui vont agir au niveau de la calcification. Actuellement, en laboratoire, ils sont en train de pousser un petit peu plus de recherche à ce niveau-là. Et il y a aussi un Thésard qui vient de commencer l'effet de la SEH sur vraiment la calcification au niveau aortique cette fois-ci, histoire de faire le point entre, comme je vous le disais, au niveau des veines, donc le côté endothélial, plus important, de la SEH, pour voir après, dans un futur proche, si on pouvait utiliser cette molécule dans un but thérapeutique et préventif chez certains patients que l'on pourrait
voire au départ évalués et déterminés comme étant des patients à haut risque de calcification, leur proposer une thérapie préventive, comme c'est une enseigne ubiquitaire, voir si elle ne peut pas en plus proposer une activité au niveau athérosclérose ou calcification au niveau du côté vasculaire. En même temps, tout ceci nous permet d'avoir bien développé notre base fondamentale et clinique au niveau de nos connaissances, vu que, comme je vous le disais au départ, on ne savait pas du tout quels étaient les mécanismes en cause. Que ce soit génétique, on a trouvé quelques gènes, un petit peu de mécanique pour expliquer pourquoi les calcifications sont sur le côté aortique de la valve et jamais sur le côté ventriculaire, mais il n'y avait pas vraiment de côté enzymatique ou mécanisme qui avait été mis en évidence. Maintenant, même en parlant par exemple avec certains cardiologues, étant donné l'influence du TAVI avec son inflation majeure avec 350 000 TAVI posés actuellement dans le monde, ce nombre devant être multiplié par 4 pour 2025, et avec l'extension et l'élargissement des indications de cette pathologie, plus on va le poser chez des patients jeunes, plus le problème de la calcification et de la dégénérescence de cette valve se pose. Et donc, même les cardiologues et certains laboratoires se posent la question de savoir si cette enzyme ne pourrait pas hypothétiquement servir un pré-traitement sur ces valves-là, et voir pour ralentir leur calcification et permettre ainsi un élargissement et une durée de vie plus importante pour ces valves dont actuellement le grand débat est la durée de vie. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Oui, merci. Très intéressant. Vous avez avant de répondre aux questions, comment vous faites pour avoir des tissus valvulaires sains? C'est une question. Ah oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de préciser, on a eu 4 cas sains. En fait, c'est des cas où nous avons prélevé, on les considère comme sains, mais c'est vrai qu'il y a un gros biais dans cette étude. C'est que tout simplement, c'est des patients chez qui, étant donné que je travaillais aussi au bloc opératoire en même temps, j'allais chercher les pièces. Et le soir, par exemple, quand il y avait une dissection aortique chez un patient de 65-70 ans, il y a des conditions d'HTA, etc. Quand la valve était macroscopiquement saine, je prélevais une déguste et en sortant du bloc, je partais au laboratoire pour commencer la préparation, étant donné que comme c'est des cellules très fragiles, on ne peut pas se permettre de les conserver très longtemps. On a à peine quelques heures après le prélèvement. Donc, c'est des patients, on les considère comme sains, mais c'est tout simplement parce qu'après, voilà, c'est prélever une valve chaîne chez quelqu'un, c'est pas possible. Et par exemple, on avait pensé aussi au cas des greffes, par exemple sur un cœur explanté, sauf qu'il y a aussi les banques de tissus avec tous les prélèvements de valves saines, dès qu'elles sont en bon état, on les récupère pour les évoluer. D'accord, vous avez compris, je ne suis pas dans le domaine, dans le milieu. Bon, vous avez des questions sur les calcifications? C'est un sujet très intéressant, les calcifications exoptiques. Ça se retrouve dans des tas de pathologies, avec les vaisseaux. Moi, je pense juste à un sujet qui était les traumatismes crâniens et les calcifications. Vous n'avez pas vu là-dessus, on ne s'est pas plus tourné là-dessus. Parce que c'est aussi des mécanismes totalement inconnus. On sait que les gens qui ont des traumatismes crâniens font des calcifications, en particulier articulaires. Et je ne crois pas qu'on ait trouvé plus d'explications que quand je regardais ça il y a 30 ans. Non, il n'y a pas trop de littérature. Je sais que quand je regarde les calcifications, je ne vais pas trouver. Merci. Je veux savoir, le FLP47, ça peut être un médicament? Pour l'instant, c'est encore à l'état d'étude. Il va y avoir un brevet qui va être posé dessus. C'est pour ça que j'approfondis peut-être plus la molécule en question. Mais pour l'instant, justement, on est en train de mettre au point avec le laboratoire qui l'a créé toutes les conditions pour pouvoir l'exposer. Parce que déjà, le premier effet que nous avons eu comme complication, c'est quand ils nous ont donné la molécule, techniquement, vous ne pouvez pas la diluer, la mettre au contact de cellules vivantes sans tuer les cellules. Donc, on a été obligé de les rappeler, de voir avec eux pour s'organiser. Et on a réussi justement à permettre une dilution dans des conditions qui permettaient la vie cellulaire et la survie cellulaire, surtout avec ces cellules qui sont extrêmement fragiles. On a mis plusieurs mois à arriver à trouver des concentrations et des dosages qui permettaient le compromis entre quantité suffisante, etc. Bien, merci. Il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup.